Bonjour tout le monde et bonjour Geneba. Bonjour Rémi. Nous sommes ici du coup pour parler d'architecture aujourd'hui et se poser les bonnes questions et voir un peu comment composer son architecture. Donc pour ça, je me présente, on va peut-être commencer par ça. Donc Rémi Verquin, responsable du service avant-vente chez Centréon et donc accompagné par Geneba. Oui, bonjour à tous, je suis Djeneba Bokoum, ingénieure avant-vente chez Centrion. Et aujourd'hui Rémi, qu'est-ce qu'on va aborder? Alors le but aujourd'hui, c'est de parler d'architecture. Donc parler d'architecture sur Centréon et l'aborder du coup avec différents points. Premièrement, se poser les bonnes questions. Comment je crée mon architecture? Quels sont les paramètres à prendre en compte? Comment optimiser cette architecture? Comment, voilà, enfin toutes ces questions-là qu'on verra au fur et à mesure qui vont nous permettre vraiment de se dire, une fois toutes ces questions posées, eh bien voilà, j'ai un choix parmi différentes architectures, je choisis la bonne et je choisis celle qui me permet de pallier aux différents problèmes. Donc pour ça, évidemment, se poser les questions, voir ce que compose une architecture Centréon, puisqu'on verra, et c'est Geneba du coup qui vous expliquera tout ça, qu'une architecture Centréon, c'est composé de différents objets, plus ou moins techniques, plus ou moins différents, donc qui vont nous permettre de bien modéliser tout ça. On va voir aussi ensemble les architectures qui sont supportées par Centréon. Parce qu'en effet, voilà, il y a différentes possibilités. Centréon, à la base, c'est un produit open source, donc évidemment, voilà, tout est plutôt modifiable, tout est plutôt configurable. Mais il y a quand même, je pense, 4 architectures, Geneva, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, 4 architectures qui sont quand même voilà, supportées chez Centréon et qui permettent de pallier à ces différents besoins. Et on terminera voilà, par un petit résumé et du coup voir un peu tout ce qu'il faut retenir de cette session que l'on a ensemble aujourd'hui. Donc Geneva, je te laisse commencer. Du coup, est-ce que tu peux nous Alors, expliquer comment du coup je définis cette architecture? exactement en fait. À savoir que si vous souhaitez intégrer Centrion au niveau de vos infras, quand même, il est évident de se poser certaines questions, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai en termes d'architecture? Comment fonctionne mon architecture? Donc on va se poser justement 5 bonnes questions. C'est-à-dire par exemple, quelle est ma volumétrie? Et donc en fait, combien d'équipements j'ai à ce niveau-là, mais également quelle est l'évolution en fait de mes équipements en interne, et également en fait définir d'autres points, ça va être la sécurité sur un deuxième plan. En fait, est-ce que j'ai des zones isolées au niveau de mon réseau, mais également quel est le niveau de sécurité? Est-ce que je suis justement dans une partie cyberdéfense ou justement voir qu'est-ce qui fait que justement je vais pouvoir mettre Centréon, mais ne pas impacter les zones de sécurité que je mets au niveau de mes infras. Un troisième point, c'est un peu les zonages réseau. Donc, est-ce que vous avez plusieurs réseaux? C'est-à-dire, là, j'ai mon réseau local. De l'autre côté, j'ai des VLAN qui sont quand même différents et je ne veux pas, en fait, justement les mélanger en termes de supervision. Et quatrième question, est-ce que justement je suis multisite? C'est-à-dire, j'ai des sites à Paris, j'ai des sites à Berlin, j'ai des sites aux États-Unis. Tout dépend justement de ces différents points qui me permettront également de savoir quelle est la bonne architecture Centréon à mettre en place. Et dernière question, quelles sont justement les informations critiques? Qu'est-ce que je veux avoir en termes de visibilité sur la disponibilité de mes applications, la disponibilité de mon infrastructure pour justement mesurer les infos critiques? Ça, ce sont les 5 bonnes questions à se poser. Et globalement, par rapport à ça, on va se demander quand même qu'est-ce qui compose une architecture Centréon pour justement gérer en fait ces différentes informations, mais également trouver les bonnes réponses. Pour cela, Rémi, tu sais qu'on a quand même différents termes techniques chez Centrion. Donc, à savoir, on va commencer par tout ce qui va être le moteur Gorgon. Donc, en fait, vous connaissez le fameux moteur Centcore d'avant. Donc, c'est le nouveau Gorgon qu'on a actuellement chez Centrion. C'est un moteur qui est quand même propre à Centrion et qui est développé en interne chez nous et également maintenu en interne chez nous. Comment se passe justement, comment fonctionne ce moteur Gorgon? C'est que là, on va avoir quand même différents points. Il va gérer les interconnexions, la communication entre le serveur Centréon, mais également le central et les différents pôleurs ou les remote serveurs. Je sais très bien, ces termes sont peut-être compliqués pour vous, mais je vais les définir tout à l'heure. Et en fait, à savoir que comment Gorgon, en fait, il va communiquer avec le central et les pôleurs, c'est-à-dire en fait que là, on va avoir deux points de communication, donc dans deux sens. Soit le central vers les pôleurs, donc là il va utiliser en fait le TCP 5556, soit le collecteur vers le central, donc il va utiliser le port TCP 5669. J'imagine que ces ports sont configurables. Oui, tout à fait, c'est configurable et c'est également personnalisable. C'est également là qu'on va parler de sécurité. Et troisième point, on va également parler de Sant'Angelo. Pour ceux qui sont
familier avec Centrion, vous savez que quand vous avez des soucis au niveau de la configuration ou de la supervision de vos équipements, vous utilisez un utilisateur type Centrion-Engine. Donc, c'est lui qui gère justement le process Engine. Et derrière, en fait, c'est lui qui permet de superviser vos équipements, mais également, il est lié avec le broker. Donc, le broker, en fait, c'est le gestionnaire d'événements qui se trouve sur vos poolers ou vos serveurs centrales. Mais également, de l'autre côté, ça va être quoi un pooler, justement? Un pooler, donc, en fait, c'est des mini-serveurs, en fait, Centrion, mais qui n'ont pas d'interface graphique. Et justement, c'est là où vous allez vous dire, moi j'ai plusieurs sites distants et je veux les différentes informations, mais je ne veux pas de coupure d'informations. Donc ça permet d'éviter des trous au niveau de ces informations, tu vois. Et derrière, en fait, on va se dire d'autres points, c'est se dire en fait que là, moi je veux aussi, peut-être je suis sur tel site, mais je veux une interface graphique. Parce que je veux quand même une visibilité. J'ai un site, par exemple, à Londres, où je veux quand même que mes services SI à ce niveau-là puissent voir qu'est-ce qui se passe sur le site, mais sans justement généraliser partout. Et à ce moment-là, on va utiliser ce qu'on appelle le remote server, propre à Centrion également. On y pense à tout. Et justement, tout ça pour pouvoir quand même être conforme à vos besoins, mais également conforme à vos infras. Et à ce niveau-là, vous allez avoir une interface graphique, mais avec des droits d'administration qui vont être très limités. Vous pouvez ajouter des équipements, vous pouvez acknowledger tout ce qui est pris en compte des événements, mais vous ne pouvez pas aller très loin dans la configuration. Et pour finir, par rapport à ces différents termes, on a aussi CBD. Donc en fait, c'est tout ce qui est base de données. Donc il va quand même collecter les configurations au niveau de vos serveurs Centrion, mais également qui va quand même récupérer les informations de supervision. D'accord, très bien. Mais du coup, voilà, on voit tous ces mots techniques, toutes ces briques qui me permettent de configurer mon architecture. Mais au niveau du coup de ces équipements qu'on va monitorer avec cette architecture? Je vais quand même aller sur tout ce qui va être Active Monitoring actif. Donc, c'est un peu là où tu vois un peu quand même, on a quelques clients souvent qui se disent, bon, moi, je veux que mon Centrion puisse dire, c'est un peu un mode, bonjour, comment vas-tu? Donc, en fait, il y a ce bonjour et ce retour entre les deux. Donc, on a le monitoring actif d'un côté. Ça, c'est un point. Mais de l'autre côté, on aura aussi le monitoring passif. C'est-à-dire quoi? Là, moi, je suis dans une sorte de zone qui est très sécurisée et je ne veux pas que Centrion ait un contact direct avec mes équipements. Donc, je dis à mes équipements, envoyez de l'information à Centrion. C'est là, j'imagine, qu'on va parler de trappe SNMP ou de ce genre de protocole. Exactement, c'est exactement ça. Donc, on va parler un peu de tout ce qui est trappe SNMP, configurer un peu ce qu'on veut remonter comme information et également le type d'événement qui est quand même critique pour nous. Donc, ça évite d'avoir trop d'événements en même temps, mais également de se concentrer sur ce qui est critique. Ça, c'est un autre point. Et un troisième point, ça va quand même être les agents. Donc en fait, c'est un peu ça quand même qui fait l'ouverture de Centrion. C'est-à-dire en fait, vous ne voulez pas de contact direct, on vous propose le monitoring passif. Vous voulez aussi avoir des informations quand même sur des technologies type. Vous avez des agents en fait en type NS client pour justement pouvoir remonter les informations type, mais que vous pouvez aussi configurer et en termes de sécurité et en termes de data que vous voulez remonter. Ça, c'est un autre point. Et aussi, les API. C'est ce qu'on dit, Centrion est API centrique, c'est-à-dire en fait que là, moi, je veux quand même pouvoir m'interconnecter avec plusieurs technologies. Par exemple, tu vois, Rémi, tout ce qui est gestionnaire de log, par exemple, nous, on ne va pas se focaliser sur des solutions type gestionnaire de log, mais on va quand même s'interconnecter avec ces solutions. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, ça va être en fait que là, vous avez d'autres solutions type qui ne sont pas gestionnaires de log, mais qui sont solutions de ticketing. Là, dans ce cas de figure aussi, on va s'interconnecter avec ces solutions de ticketing. Ça, c'est un deuxième point. Maintenant, avec également tout ça, par exemple des solutions type Office 365, on va quand même aussi pouvoir s'interconnecter via des API sur des solutions type Office 365 et remonter les informations qu'on souhaite remonter sur tout ce qui va être visibilité sur les services qui sont actifs ou leur état. Et également, par rapport à ça, on va aussi avoir des protocoles type SNMP ou autres. Donc, tout dépend justement de ce que vous souhaitez superviser avec Centrion. Comme vous pouvez le voir, que ce soit les architectures ou que ce soit justement tout ce qui va quand même être protocole ou les modalités d'interconnexion avec vos équipements. Ok, merci Djeneba. Mais du coup, voilà,
merci du coup pour toutes ces informations, ces différents éléments pour me permettre de superviser, ces différents objets qui composent une architecture. Moi, ce que je vous propose, c'est maintenant voilà, de voir un peu différentes architectures qui peuvent être mises en place. On va commencer par l'architecture qu'on va appeler la plus simple possible, finalement, la plus minimaliste chez Centréon. Si on utilise les mots anglais, on dirait la all-in-one, où là, l'idée, c'est réellement d'avoir un seul serveur. J'ai mon serveur Centréon central. Mes utilisateurs vont venir se connecter sur ce serveur pour avoir l'interface. La collecte sera également réalisée par ce serveur. Donc on retrouve ces fameux éléments qui composent l'architecture dont parlait Geneba, ce fameux Centréon Engine qui va aller récupérer des informations, le Gorgon qui lui va dispatcher la configuration, prendre un peu les commandes temps réel pour pouvoir du coup acknowledger, placer des downtime, réaliser ce genre d'action. Et ce broker, qu'on là on retrouve décomposé en deux parties, le SQL, le RRD, donc c'est les données de monitoring, c'est les courbes de performance. Et finalement, voilà, ce seul et unique serveur que j'installe avec l'ISO Centréon ou que j'installe directement par l'image VMware et qui me permet du coup de récupérer toutes ces informations en temps réel. Évidemment, là où on va être rapidement finalement bloqué avec cette architecture, c'est qu'on va déjà être limité en volumétrie. Et surtout, ce que tu parlais tout à l'heure, Geneba, parler de zone réseau, parler de sécurité, d'avoir des agents un peu sur différents éléments. Évidemment, on ne peut pas y parvenir avec cette architecture. C'est là qu'on va du coup venir mettre une deuxième architecture, une deuxième possibilité d'architecture où on ajoute, c'est le poleur. Le poleur ou collecteur, on trouvera différentes dénominations en fonction avec qui on s'adresse. Et voilà, donc toujours la même architecture sur le Centréon Web UI qu'on voit sur la gauche. Je collecte l'information, je tout remonte au niveau de mes bases de données, ça, il n'y a pas de changement. La différence, ce collecteur qui, lui, comme tu l'expliquais très bien tout à l'heure, un mini serveur Centréon qui fait de la collecte, qui va venir embarquer du coup un module broker pour communiquer avec le broker central, et le Gorgon qui est finalement le nœud central, j'ai envie de dire, quand on parle d'architecture distribuée, parce que c'est lui qui va avoir tous ces rôles finalement de pousser la configuration, les commandes externes comme on disait tout à l'heure, et qui permet du coup cette bonne communication entre mon serveur central et mon collecteur. Évidemment, pas de limite d'utilisation au niveau de ces collecteurs. Là, on est dans un cas très simple. Voilà, on a un collecteur, peut-être parce que la charge devient trop élevée, alors il faut la répartir, ou alors, et très certainement même parce que j'ai des zones réseau, parce que j'ai une DMZ, et du coup, je suis obligé de mettre en place ce collecteur qui va venir collecter localement et qui évite de créer des passoires dans le système d'information en ouvrant des flux un peu partout et du coup qui diminue forcément beaucoup la sécurité. Donc là, on est vraiment dans les architectures simples, le all-in-one et le Centréon central avec des collecteurs. Et Geneba, toi, du coup, tu peux nous présenter peut-être des architectures un peu plus complexes qui permettent de répondre à ces problématiques? Oui, Rémi. En fait, en plus des architectures que toi, tu viens de présenter, quand même, on a d'autres points qui vont être, là, on va être sur des zones plutôt complexes, c'est-à-dire, j'ai plusieurs sites, c'est un peu ce que je disais dès le début, on a plusieurs sites, je vais avoir une visibilité quand même sur mon infra, sur différents plans, où je suis, en fait, mais également, quand même, être autonome dans la gestion de la supervision. Et c'est là où, justement, on va parler de remote server, comme vous l'avez vu avant. C'est-à-dire en fait que là, en plus des poleurs dont tu viens de parler, on passe d'une architecture qui est quand même minimaliste à une architecture distribuée, mais avec un simple poleur. Mais également là, on va ajouter des remote servers. C'est un peu ce que vous voyez là justement. C'est se dire en fait que là, en plus de ça, le remote server, il va être connecté au serveur central globalement, en plus des poleurs. Et là, en fait, on peut gérer tout ce qui va être quand même autodécouverte. Donc là, découvrir en fait vos équipements, qu'ils soient sur le site à Londres ou sur le site sur Paris, mais également en fait quand même gérer à travers notre catalogue de plugin pack. On en a quand même plus de 500. Donc l'idée c'est de quand même pouvoir profiter de ce catalogue-là, que ce soit sur vos remote servers ou que ce soit sur votre serveur central ou que ce soit sur vos poleurs. Et en plus de ça, vous savez bien qu'on a des Lite Edition, la Business Edition ou l'édition MSP, dont vous pourrez également profiter avec nos licences. Mais du coup, quelle est concrètement la différence entre un poleur et un remote server? Est-ce qu'un remote server, c'est simplement une interface sur un poleur ou c'est un peu plus compliqué que ça? Alors, c'est exactement comme tu l'as défini en fait. Un remote server, en fait, c'est un poleur, mais avec une interface graphique également. Donc là, ça permet d'être autonome sur la visualisation de ce qui se passe sur nos infras. D'accord. Et justement, en plus de ça, on va quand même aller loin par rapport à la haute disponibilité.
et Centrion y a également pensé, c'est-à-dire vous avez des infras qui sont quand même critiques où vous ne voulez pas d'interruption de service sur certains niveaux. Donc là, on va quand même parler de tout ce qui va être HA. Et là, en fait, comment ça va se passer? Comme vous le voyez là, vous allez quand même avoir en fait un serveur central qui va être source de master, mais également un autre qui va servir en fait de slave. Du coup, s'il y a un problème sur le premier, en fait, vous avez le quorum en fait qui fait le choix, qui regarde est-ce qu'il y a un cluster qui est indisponible et qui va donc en fait lancer le vote. Et dans ce cas de figure, ça balance ou ça bascule en fait sur le serveur qui est quand même fonctionnel. Ça, c'est un premier point. Vous allez voir, en fait, vous avez aussi le poller quorum et le poller normal. Ils peuvent tous être sur le même serveur. Et à savoir que là, le point clé quand même, c'est que la réplication se passe au niveau de vos bases de données. Donc, vous avez une réplication directe au niveau de vos bases de données. Mais tout ce qui va être service, cité comme avant, les bases de données globales Centrion ou tout ce qui va quand même être Gorgon ou autre, vous allez quand même avoir ces services actifs sur votre serveur principal. Là, c'est quand même un élément important à ce niveau-là, sur la haute disponibilité Centrion. D'accord. Mais du coup, pourquoi ne pas me baser directement sur mon infra VMware, par exemple, pour réaliser cette haute disponibilité? On peut se baser sur l'infra VMware pour réaliser cette disponibilité, mais l'infra VMware, en fait, il se base sur le matériel, donc la partie matérielle, alors que Centrion, il va et regarder la disponibilité au niveau de vos infra VMware ou au niveau de vos technologies cloud, mais en plus de cela, il va se superviser lui-même. Donc, vous avez toute la globalité dans un seul package avec une seule solution. D'accord, ok, très bien. Je vois bien la différence. Petite dernière question, du coup, sur cette architecture qui m'a quand même l'air complexe dans sa façon d'être mise en place. Si je suis client Centrion ou même utilisateur de l'open source, est-ce que j'ai la possibilité, moi, de mettre en place cette architecture? Tout à fait. Là, vous avez la possibilité quand même de pouvoir mettre en place cette architecture, mais ça va quand même, ça dépend de vous. C'est-à-dire, je comprends la documentation Centrion qui est quand même très bien détaillée pour moi. Je travaille dessus. Ou de l'autre côté, en fait, je vais faire appel au service Centrion. Je gagne du temps. Ils viennent, ils mettent en place mon architecture en très peu de temps, en moins de quelques jours quand même. C'est de se dire, là, vous avez l'architecture prête à utilisation, qui suit quand même nos bonnes préconisations, mais également, en plus de ça, on vous fait quand même un transfert de compétences, c'est de dire, vous êtes autonome sur la solution. D'accord, ok, très bien. Et du coup, ce webinaire touche à sa fin. Si on résume, donc il y a eu beaucoup de mots techniques qui ont été vus. Je vous propose peut-être de le regarder de nouveau si jamais ce n'était pas clair entre poller, entre remote server. Voilà, c'est quand même des mots qui sont très, entre guillemets, centréoniens, mais qui me permettent d'avoir cette scalabilité de l'interface Centrion, qui me permettent d'avoir cette tolérance aux pannes, qui me permettent d'adresser que ce soit des petits périmètres jusqu'à des très grands périmètres. Donc voilà, il y a tous ces termes-là qui sont nécessaires pour cette mise en place. Mais si on résume globalement, vraiment globalement tout ce qui s'est dit aujourd'hui, déjà commencer par se poser les bonnes questions. Voilà, les bonnes questions, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux superviser? Donc on parlait de l'actif, on parlait de passif tout à l'heure. Comment je veux mettre ça en place? Donc là, entre la sécurité, entre également la volumétrie. Quelle va être ma volumétrie? Qu'est-ce que je vais vouloir superviser? Comment je vais vouloir les superviser? Du coup, comment je vais répartir ma charge et qu'est-ce que je vais installer? Voilà, c'est pas l'idée évidemment de mettre plein de pollers parce que j'ai envie de mettre des pollers et parce que les recommandations sont comme ça. Il faut vraiment mettre les pollers parce qu'ils sont utiles. Parce que la volumétrie devient trop importante, c'est une possibilité, ou parce qu'il y a des vraies problématiques réseau qui font que je multiplie les pollers, j'en place à différents endroits stratégiques qui me permettent de ne pas avoir de perte d'information et de remonter l'information sur le central. Derrière, autre chose, j'ai en effet ces pollers, sauf qu'à un moment, si le flux est coupé entre le central et le poller, comme tu le disais tout à l'heure, je n'ai plus d'informations sur le central. Si c'est critique, entre les remote serveurs, parce que j'ai une répartition de charge, parce que je suis un MSP et je veux que les clients gardent une vue sur mon interface, parce que j'ai différents sites, comme tu le disais très bien, à Paris, Londres, et que je ne veux pas que Londres soit dans le noir si jamais le flux est coupé entre Paris et Londres. Donc voilà, vraiment se poser ces questions-là, utiliser les bons objets aux bons endroits, voir un peu les possibilités, pourquoi pas également de la haute disponibilité, parce que c'est un besoin, parce que la supervision est de plus en plus critique, le système d'information le devenant, la supervision le devient forcément également. Donc voilà, d'avoir cette bonne architecture pour le bon besoin. Et globalement, je pense que c'est ça qu'il faut retenir, en plus des différentes propositions d'architecture, en plus du différent vocabulaire et différentes briques qui composent mon architecture. C'est vraiment ce message-là qu'on voulait passer aujourd'hui avec Geneba et qu'on voulait vous montrer par l'intermédiaire de ce webinaire. Merci Rémi pour ces éclaircissements. Et à vous, tous qui nous suivez, on espère que l'architecture Centrion n'a plus aucun secret pour vous.
Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous. Voilà, le webinaire est terminé. Maintenant, on va passer aux questions-réponses. Donc, tout d'abord, bonjour à tous. Moi, je suis Richard. J'étais pas disponible sur le webinaire. On a Geneba avec nous qui va répondre à toutes vos questions. Donc, tout d'abord, merci à tous pour votre présence. On a reçu beaucoup de questions durant le webinaire. Donc, je vais, sans plus attendre, commencer à interviewer notre ami Geneba. Tu es là, Geneba? Oui, bonjour à tous. Très bien. Alors, je vais essayer de prendre les questions dans l'ordre. Une première question, une question toute simple en fait. Est-ce que ce qu'on a vu durant le webinaire est accessible avec une édition open source? Alors oui, c'est possible en fait d'avoir cela avec une édition open source. Donc en fait, quand je dis une édition open source, c'est que vous allez avoir une visibilité et de pouvoir également bénéficier de nos architectures. Mais de l'autre côté, pour bénéficier totalement en fait des plugin packs sur si par exemple vous utilisez des pollers ou des remote servers, il est nécessaire d'avoir une licence IT, Business Edition ou MSP. Très bien. Autre question, est-ce que tous les remote serveurs doivent impérativement être reliés au central ou peut-on avoir plusieurs niveaux? Par exemple, un poller, ensuite remote server sur le site 1, remote server sur le site 1 et puis central. Alors, tous les remote servers doivent être reliés au central. D'accord, donc c'est une réponse très courte mais très claire. Euh, dans les architectures avec remote et poller, peut-on faire l'association d'un poller vers un remote sans qu'il ne soit connu par le central, mais que malgré tout les données de supervision remontent vers le central? Oui, cela est bien possible. D'accord. Alors, autre question. J'essaie de les prendre dans l'ordre. Une question qui n'a pas finalement grand-chose à voir avec les questions précédentes, mais qui a été posée dans tous les cas. Est-ce qu'il est possible de migrer Centrion dans le cloud? Oui, il est possible de migrer Centrion dans le cloud. Juste un exemple donné vers Azure, vers AWS, ça dépend de la solution que vous utilisez. Très bien. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir une architecture HA avec un serveur web répliqué et un serveur BDD déporté et répliqué lui aussi? Alors, il est possible d'avoir en effet une architecture, en fait, un HA avec un serveur web qui sera repliqué, mais il est conseillé d'avoir le serveur base de données intégré sur cette partie-là. Mais on peut très bien avoir le serveur base de données qui sera repliqué lui aussi. D'accord. Alors attention, une question sécurité cette fois-ci. Le dialogue entre le central et le collecteur semble bidirectionnel. Peut-on le configurer en unidirectionnel, flux autorisé uniquement du collecteur vers le central? Oui, il est tout à fait possible de modifier le mode de communication entre le serveur central et également le pôleur, et également de modifier la manière dont les données sont collectées si vous souhaitez également les crypter ou autre. Il est tout à fait possible, oui. Très bien. Alors, une question par rapport justement à la notion de licence et de gratuité, d'open source, etc. Donc, quelle est la politique de licence pour les versions payantes? Est-ce que c'est à l'host, au check, au service? Comment en gros on calcule le tarif d'une édition Centréon? Alors en fait, les tarifs d'édition Centrion fonctionnent en termes de package. Donc en fait, vous avez des packages pour les termes de licensing. Donc en fait, on va plutôt compter à l'host et les services sont illimités. D'accord. Et une question qu'on nous pose souvent, juste pour clarifier, qu'est-ce que tu appelles un host? Un host, en fait, c'est tout ce qui a une adresse IP, un nom de domaine. Très bien, très clair. Euh, donc une autre question du coup qui vient d'arriver, est-ce qu'il est possible de changer d'édition? Si par exemple on a une édition open source, est-ce qu'on peut passer en édition IT? Est-ce que la réciproque également? Oui, cela est bien possible en fait. Vous venez vers nous en fait, on verra l'édition que vous souhaitez utiliser, on vous fournit la licence qui va avec l'édition. Donc, il est également possible de passer de l'open source à l'IT edition, de l'IT edition à la business edition, ou également si vous êtes en MSP également. Ok. Dans tous les cas, toutes les questions sur les licences trouveront une réponse normalement dans l'email qui suivra ce webinaire. On vous enverra un lien vers toutes les licences et si vous avez des questions évidemment, nous sommes disponibles.
Alors, autre question, je continue la liste. Entre-temps, n'hésitez pas à continuer à nous questionner, hein. C'est l'objectif de ce type de webinaire. Euh, on a abordé, donc, vous avez abordé la notion de professional services. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Par exemple, comment on y accède et ce qu'ils sont en capacité de faire? Alors, pour bénéficier des professionnels services, il faudra déjà vous approcher des services commerciaux Centrion. Et nous allons, donc en fait, vous allez avoir un ingénieur avant-vente qui va se rapprocher de vous pour en fait voir, qualifier votre projet, étudier votre besoin. C'est là où ça va être fort chez Centrion, c'est qu'on ne va pas vous dire il vous faut tant de jours de professionnel services. On va étudier avec vous le besoin, définir le nombre de jours qu'il vous faut. Et en fonction de ça, vous aurez un chef de projet à votre disposition et également un personnel de l'équipe technique en fait qui vous aidera dans vos projets Centrion. Très bien. Est-ce que l'on peut générer des notifications depuis un pôleur? Oui, il est tout à fait possible de générer des notifications depuis un pôleur. C'est d'ailleurs ce qui fait quand même le grand plus du pôleur. En cas de coupure réseau entre deux zones, par exemple, vous n'avez pas de visibilité, mais par contre, le pôleur, il peut continuer à vous envoyer des notifications. Très clair. On arrive à la fin des questions. Il me reste 2 questions, sauf si quelqu'un en pose en cours de route. Que se passe-t-il dans le cas d'une coupure réseau entre 2 zones où on a un serveur central et un pôleur sur l'autre? Est-ce que l'on perd l'information? Non, c'est ça, c'est également ça le but du pôleur, c'est qu'en cas de coupure réseau, le pôleur, il va continuer à collecter l'information dans sa zone et quand le réseau sera rétabli, il va tout balancer sur le central. Donc, il n'y aura pas de trou d'information. Très bien. Écoutez, on attaque la dernière question. Est-il à l'étude pardon, est-il à l'étude d'une architecture permettant de répartir dynamiquement la charge de supervision, en gros une bascule d'hôte d'un pôleur à un autre? Alors là, on va plutôt sélectionner. Le but, c'est quand même que vous choisissez vous-même, en fait, là où vous souhaitez superviser l'information. C'est également là, on va parler de sécurité. Donc, en fait, non pas dynamiquement, mais c'est à vous de choisir manuellement. Mais de l'autre côté, on peut aussi passer dynamiquement dans le cas où on va utiliser l'autodécouverte, c'est-à-dire qu'on va choisir un pôleur sur une zone de collecte et dire en fait toutes les informations que je vais découvrir sur ce cas de figure, en fait, je vais les collecter sur ce pôleur-là de manière dynamique. Très bien. Alors on a une personne qui a besoin d'une petite clarification. A priori, j'ai peut-être mal posé la question ou tu as peut-être mal répondu. Donc je t'ai copié la question également. J'ai mal compris l'avantage du achat Centrion, achat VMware. Pourriez-vous réexpliquer brièvement, s'il vous plaît? Alors oui, la question achat centré en achat VMware, en fait, c'est que là, l'idée, c'était de vous faire comprendre que vous pouviez utiliser une sorte d'achat VMware de votre côté pour avoir quand même la haute disponibilité au niveau de vos infras de virtualisation. Mais pourquoi l'achat Centrion? Puisque, en fait, pour certains, ça peut avoir un coût en plus. Donc, en fait, dans ce cas de figure, on va utiliser l'achat Centrion pour, en fait, et superviser VMware en lui-même, mais également superviser Centran parce que VMware, il va se superviser, il va voir que son côté à lui. Et Centran, c'est la globalité, la totalité de votre infra. Donc, et le matériel et les technologies. Très bien. Bon, j'espère qu'on a répondu à la question. A priori, oui, tout va bien. On a un merci. Euh, Très bien. Bah, écoutez, je laisse encore une petite seconde pour les questions qui arriveraient. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions qui nous ont été posées. Euh, En attendant, a priori, il n'y a pas d'autres questions, donc je vais vous remercier, vous demander de prendre aussi, si vous le pouvez, 2 minutes à la suite de ce webinaire, lorsque je vais clôturer la session. Il y aura un petit questionnaire, c'est important pour nous, ça nous permet de bien comprendre euh, si le contenu vous a satisfait, si c'était ce que vous attendiez. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Vous pouvez bien évidemment nous contacter également via ce questionnaire. On a quelques réponses à apporter à la suite du webinaire, on le fera bien évidemment. Euh, mais dans tous les cas, merci à tous pour votre présence, votre participation. Et puis merci beaucoup, Geneba. Merci Richard et merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.